Dans cette deuxième partie sur la transmission de l'information, nous allons aborder les modems et l'organisation d'une interface permettant de les piloter. Nous avons vu précédemment que pour utiliser la ligne téléphonique, nous devions utiliser un codage large bande en A cosinus oméga t plus phi. Pour pouvoir transformer une information codée bande de base dans un ordinateur sous cette forme-là, il va falloir qu'on utilise des techniques de modulation et de démodulation. C'est le rôle des modems. Définissons tout d'abord le cahier des charges. Le modem doit me permettre de me raccorder à une ligne téléphonique, c'est-à-dire qu'il va devoir me permettre de prendre la ligne et éventuellement de décrocher lorsque le téléphone sonne. Il faut donc que j'ai une commande correspondant à une requête de connexion sur la ligne et que j'entende la tonalité, c'est-à-dire que je reçoive une confirmation de connexion lorsqu'on est raccordé. Il faut également que je puisse entendre la sonnerie pour savoir quand décrocher si on m'appelle. Je dois aussi pouvoir émettre des informations, donc en assurant la modulation, c'est-à-dire le codage d'une chaîne de bits en mode large bande, et à contrario, récupérer une information depuis la ligne téléphonique en récupérant un signal large bande et en le convertissant en une suite de bits à 0 ou 1, c'est ce qu'on appelle la démodulation. Débutons maintenant la construction logique d'un modem. Avant de commencer, nous allons utiliser deux points de vocabulaire. Le TTD désigne l'équipement terminal de traitement de données, c'est un ordinateur dans le langage des télécoms. Le TCD, lui, est un équipement terminal de communication de données, c'est un modem. Pourquoi utiliser des mots simples quand on peut faire compliqué? On va demander ça aux gens de télécom. Il n'empêche que mon modem doit offrir plusieurs fonctions. Me permettre de me raccorder à la ligne téléphonique, c'est-à-dire me permettre de décrocher le téléphone, éventuellement de savoir quand le téléphone sonne, et puis il va aussi me permettre d'émettre et de recevoir des données. Lorsque je veux me raccorder à la ligne, c'est comme si mon ordinateur, le TTD, demandait une connexion à le TCD, c'est-à-dire former une requête de connexion. Et lorsque j'entends la tonalité, c'est la confirmation de connexion. Maintenant, on va transformer ça en signaux pour pouvoir les gérer. Et ça va être l'objet de la jonction V24. Pour demander la connexion à la ligne, le TTD va activer un signal, va le mettre à 1, et ce signal s'appelle connecter le poste de données ou CPD. Lorsque le modem aura entendu la tonalité sur la ligne téléphonique, qui est matérialisée par les deux paires torsadées que vous voyez à la droite du modem, eh bien, il dira qu'il entend la tonalité en activant le signal PDP, poste de données prêt. Lorsqu'un appel arrive, on entend une sonnerie. Il est clair qu'entendre une sonnerie n'intéresse pas forcément un ordinateur, mais avoir un signal qui dit que ça sonne, indication d'appel, est intéressant pour lancer le processus de connexion. Vous voyez donc qu'ici, on a pu détailler des signaux qui nous permettront d'avoir la phase de connexion. Revenons maintenant sur la construction du modem pour ce qui concerne l'émission et la réception sur la ligne téléphonique. Ma ligne téléphonique est une paire torsadée, donc vous avez les deux fils téléphoniques. Pour pouvoir émettre et recevoir, il faut aussi que je puisse avoir une masse de référence qui permettra de récupérer l'information de manière convenable. J'ai donc 3 signaux d'un côté, 2 signaux de l'autre. Comment faire? Eh bien tout simplement, je vais utiliser des bobines à point milieu qui vont me permettre, lorsque j'émets des données, de pouvoir avoir un courant induit qui circulera sur la ligne téléphonique et qui neutralisera le peu de courant qui passera sur la ligne de réception de données. Côté réception, j'ai un courant qui passe sur la ligne téléphonique. Il générera un courant induit dans le circuit de réception de données. Pour éviter les parasites avec l'émission de données, on aura une commande d'ouverture et de fermeture d'un interrupteur. Lorsque j'utilise un téléphone classique pour parler, eh bien, je n'ai pas tout à fait des bobines à point milieu dans la mesure où on a une petite résistance qui permet à celui qui parle dans le téléphone de pouvoir s'entendre, ce qui permet de savoir si le terminal fonctionne. L'ouverture et fermeture de la porte côté émission de données est remplacée par un mécanisme du cerveau qui va nous permettre d'être assez immunes au bruit, c'est-à-dire qu'on aura une séparation des fréquences. Revenons maintenant sur la construction d'un modem en essayant de faire un zoom sur la connexion à la ligne. Vous avez votre téléphone, vous avez les fameuses bobines à point milieu. Maintenant, il faut que je définisse un bloc qui me permette la connexion. Donc, cette commande de connexion que je vais activer avec connecter le poste de données et qui me renverra poste de données prêt lorsque j'aurai la tonalité pourrait fonctionner. Mais il va falloir que j'ai cette connexion en mode confirmé localement.
Lorsque le téléphone sonne, enfin, il faut que je puisse être prévenu, ce qui me permettra à mon tour de lancer la connexion sur la ligne, c'est-à-dire faire en sorte qu'on soit capable de décrocher la ligne téléphonique. Intéressons-nous à présent sur l'émission de données. Vous avez toujours votre ligne téléphonique de fil, votre masse, vos bobines à point milieu. En entrée, je vais avoir une ligne qui va me permettre d'avoir la chaîne de bits, émission de données, transmit data, venant de l'ordinateur. Là, j'ai déjà des données qui sont sérialisées. Cette émission de données porte des informations qui sont codées en bande de base. Oui, mais voilà, moi sur la ligne téléphonique, je les veux moduler. Je veux avoir un signal large bande. Donc, je vais utiliser un système de modulation qui me permettra de coder en large bande. Il faut bien entendu que ce modulateur dispose d'une horloge d'émission commune avec l'ordinateur, de manière à pouvoir traiter le signal bit par bit de manière fiable. Ainsi, je vais pouvoir transformer mon signal bande de base en un signal large bande et, moyennant ma petite porte, pour pouvoir me raccorder sur la ligne téléphonique, à condition bien sûr d'avoir fait une demande pour émettre, c'est-à-dire de savoir si je suis effectivement bien raccordé, mon micro est bien raccordé sur la ligne téléphonique, et en retour, au bout d'un petit délai, l'interrupteur me dira que je suis prêt à émettre. Voici le circuit donc d'émission. Côté réception, d'entrée, vous avez la ligne téléphonique avec son codage large bande. Comme nous l'avons vu, j'ai un codage large bande, mais moi je veux travailler en bande de base. Donc, il va falloir que je puisse utiliser un dispositif que je vais appeler le démodulateur, qui me permettra de passer en codage bande de base. Je vais également utiliser un boîtier qui va me permettre de détecter non seulement le fait qu'il y a du signal, donc une porteuse, mais éventuellement aussi la qualité du signal. En utilisant la qualité du signal, je vais pouvoir piloter le circuit de réception, c'est-à-dire ne laisser passer les données que lorsqu'elles arrivent avec une chance d'être justes. Ainsi, je vais pouvoir renvoyer vers le processeur une suite de 0 et de 1 qui correspondront aux données qui viennent de la ligne téléphonique. Alors, le modem complet comporte les trois blocs, le bloc d'émission en haut, le bloc de réception au milieu et la commande de connexion qui se trouve en bas. Le problème est que pour pouvoir contrôler les horloges, notamment en mode synchrone, il faut qu'on ait un signal qui soit suffisamment diversifié. Pour cela, on a ajouté des petits modules qui s'appellent des brouilleurs et des débrouilleurs qui doivent casser les séquences de bits identiques en insérant un bit de valeur différente. Ainsi, on interdit d'avoir plus de 5 bits consécutifs à la même valeur. Vous voyez ici qu'on a eu 5 bits à 1, on insère un 0. À l'arrivée, le débrouilleur supprimera les bits ajoutés, qu'il s'agisse de 0, qu'il s'agisse de 1. Tiens, cela ressemble vraiment beaucoup au système de protection mis en œuvre pour HDLC. On peut également ajouter d'autres choses. Si vous savez que votre signal sera déformé, alors vous pouvez l'adapter grâce à des filtres de prédistorsion et grâce à des filtres de réception pour le rendre plus immuno au bruit. En gros, si vous savez que votre signal aura un creux, eh bien rajoutez-lui une bosse au départ. Comme cela, avec le bruit, vous aurez bien votre signal initial. La jonction V24 permet donc de définir à la fois les signaux qui vont commander le modem, leur fonction, leur nom et surtout l'endroit où ces signaux vont se trouver sur un connecteur. On peut avoir différents types de connecteurs, jusqu'à plus d'une quarantaine, mais voyez ici qu'on vous a donné les broches pour des connecteurs 25 broches, 15 broches, 9 broches. La jonction V24 est la version européenne. Le nom des circuits est donné sous forme de numéros. Dans la norme américaine, avec le RS232, les circuits sont donnés sous forme de 2 lettres. En pratique, on utilisera des acronymes en français ou en anglais qui sont utilisés sur les coupleurs série. Et ces acronymes correspondent à des fonctions. Vous allez noter que le sens est ici donné par rapport à l'ETCD, c'est-à-dire par rapport au modem. Ainsi, l'émission de données est un signal qui sort de l'ordinateur et qui va vers le modem, alors que la réception de données sort du modem, c'est-à-dire est depuis le modem pour aller vers le processeur. À la définition des signaux portés par la jonction V24 s'ajoutent d'autres standards qui permettent de déterminer le codage électrique associé à chaque broche, à chaque état logique 0 ou 1.
En effet, dans V24, on trouve fermé ou ouvert, mais notons que différents modèles de standards permettent d'avoir des échanges en plus 12, moins 12, comme le standard V28 par exemple, ou des choses beaucoup plus restreintes et qui permettront donc d'avoir des débits plus ou moins élevés en fonction de la distance. Enfin, les différents types de modems se caractérisent par les différences au niveau de la modulation, modulation de fréquence, modulation de phase ou modulation d'amplitude et quadrature. Et dernier point, les modems peuvent aussi être commandés par les circuits d'interface pour pouvoir réaliser des appels téléphoniques. Toutefois, cela demandait beaucoup de broches pour réaliser ces appels. Donc, les modems sont aussi des dispositifs dotés de microprocesseurs qui vont permettre d'avoir une commande par chaîne de caractères pour déterminer les numéros à appeler. Intéressons-nous maintenant à l'organisation du câblage. À la base, la jonction V24 est conçue pour faire communiquer directement un ordinateur ou ETTD avec un modem ou ETCD, en définissant des signaux avec des sémantiques propres et des sens permettant à l'ordinateur de communiquer avec le modem. Par exemple, l'émission de données est émise par le processeur pour aller vers le modem, de manière très classique. C'est donc un signal qui est en sortie de l'ETTD et qui est en entrée du modem. A contrario, la réception de données s'entend par rapport au processeur, c'est donc un signal qui est en sortie de l'ETCD pour être en entrée de l'ordinateur. Peut-on pour autant faire communiquer deux ordinateurs par une ligne série sans passer par un modem? En ayant des branchements directs, on aboutirait immanquablement à des courts-circuits. Mais on va peut-être pouvoir réfléchir à organiser le câblage pour éviter ces courts-circuits. De même, peut-on raccorder directement des équipements ayant des nombres de broches différents? On arriverait, si on le faisait, à des non-sens sémantiques. Mais en construisant un câblage rationnel tenant compte de la sémantique, en tenant compte de la position des signaux, il est tout à fait possible de faire communiquer des équipements différents. Comment faire? Eh bien, prenons l'exemple d'une sortie 9 broches d'un PC pour aller sur un modem 25 broches. Vous avez un ETTD 9 broches et un ETCD 25 broches. On va donc commencer par dessiner les deux interfaces qui se matérialisent par les traits noirs. On identifie ensuite les broches en termes de sémantique et de sens. Je vais commencer par l'ordinateur qui n'en comporte que 9. La broche 1 porte la détection de signal qui est émis depuis le modem, c'est donc un signal qui entre dans l'ordinateur. La broche 2, la réception de données, est également émise depuis le TCD et entre donc dans l'ordinateur. En revanche, l'émission de données, qui est sur la broche 3, sort de l'ordinateur. La connexion du poste de données sur la broche 4 est également une commande émise par l'ordinateur à l'intention du modem pour le raccorder sur la ligne téléphonique. La broche 5, c'est la masse, pas de sens. Mais le poste de données prêt qui se trouve sur la ligne 6, sur la broche numéro 6, me permet de savoir que le modem est bien raccordé sur la ligne. C'est donc une entrée pour l'ordinateur. Lorsque j'active le circuit d'émission, c'est demande pour émettre sur la broche 7, c'est l'ordinateur qui commande le modem. Et je sais que mon circuit d'émission est activé parce que le modem va me répondre prêt à émettre sur la broche 8, donc en entrée de l'ordinateur. Et enfin, j'aurai l'indication d'appel en entrée de l'ordinateur émise par le modem sur la broche numéro 9. Du côté du modem, je vais me cantonner aux signaux qui sont présents sur le PC, sur le connecteur 9 broches. Donc, je vais trouver sur la broche 2 l'émission de données qui va bien vers le modem, qui est en entrée. Sur la broche 3, ce sera la réception de données reçue par le modem pour aller vers l'ordinateur. La demande pour émettre se trouve sur la broche numéro 4, est en entrée du modem pour le piloter. Et j'aurai la confirmation que le circuit d'émission est bien branché, prêt à émettre sur la broche numéro 5. Sur la broche numéro 6, ce sera la confirmation que je suis bien raccordé à la ligne. La masse est sur la broche 7. La détection de signal me disant que quelqu'un est bien au bout du fil sur la broche numéro 8. La connexion du poste de données, c'est-à-dire la demande de raccordement à la ligne, est en ordre qui arrive sur la broche numéro 20. Et l'indication d'appel se trouve sur la broche numéro 22. Pour définir ma logique de raccordement, il faut que celui qui émette le signal soit relié à l'autre qui le reçoit et que cela fasse sens. Ainsi,
Lorsque le modem détecte une porteuse, il renvoie cette information au processeur. Vous voyez qu'ici, si je trace la continuité sémantique, réception de données sur réception de données, par exemple, je peux facilement définir mon câblage. Vous avez donc ici le raccordement d'une sortie 9 broches à un modem 25 broches. C'est un branchement qui est qualifié de droit sémantiquement, même si vous pouvez voir que plusieurs signaux se croisent. Lorsque je veux relier directement deux ETTD entre eux, il va falloir éviter les courts-circuits et permettre la logique de l'interface. Donc, quand un ETTD émet des données, il faut que l'autre reçoit. Quand un ETTD commande son circuit d'émission, il faut que cela soit pris en compte dans la logique réception de l'autre. Et inversement, quand un ETTD se connecte sur la ligne, ça veut dire que l'autre sera connecté et pourra émettre. Si je respecte tous ces principes, je vais pouvoir construire mon câblage. En mettant en application ces principes, je vous propose le schéma suivant qui nous permet de relier directement deux ETTD 25 broches. On voit que les masses sont reliées l'une à l'autre et que lorsque le TTD de gauche veut émettre des données, eh bien celui de droite les reçoit. Émission de données et réception de données sont ainsi branchés les uns sur les autres. Ensuite, lorsque celui de gauche veut émettre, active son circuit d'émission, demande pour émettre, eh bien cela veut dire que celui de droite doit avoir son circuit de réception, détection de signal, activé. Cela suppose également que la ligne soit branchée, PDP. Lorsque j'active le circuit de connexion sur la ligne téléphonique, CPD, eh bien implicitement, je vais donner l'autorisation à mon interlocuteur d'émettre des données en activant le signal PAE. Vous voyez que si je me cantonne à ces signaux, je peux transmettre en mode asynchrone. Par contre, pour transmettre en mode synchrone, il faut qu'émission et réception partagent la même horloge. Il faut donc que je m'intéresse au branchement de ces broches d'horloge. Je vous invite à compléter ce schéma auquel il manque un branchement en essayant de mettre le sens sur les différentes broches, les numéros des différentes broches et à vous assurer qu'émetteur et récepteur partagent une même horloge pour émettre et recevoir et que cette horloge doit bien évidemment être alimentée. De tels circuits, souvent appelés suppresseurs de modem, ont pu être construits en prenant en compte différentes organisations sémantiques, mais toujours en maintenant émission de données sur réception de données. On notera également que ces circuits peuvent être présents soit directement au niveau du câblage des cartes, soit dans l'organisation du coupleur série qui permettra d'envoyer à tel ou tel endroit tel ou tel signal. On peut trouver des petits cavaliers ou on peut trouver un câble d'interconnexion qui sera croisé. Il faut simplement noter qu'il faut que toujours on croise chaque signal un nombre impair de fois pour éviter les courts-circuits. Intéressons-nous maintenant à la construction du coupleur série qui est du côté du processeur. Fonctionnellement, ce coupleur doit à la fois gérer l'interface avec l'unité centrale, c'est-à-dire les signaux qui vont lui permettre de récupérer les caractères d'après le bus de données, mais également pouvoir utiliser les algorithmes d'entrée-sortie en générant des signaux d'interruption, d'accès direct à la mémoire pour ces différents types d'algorithmes. Il doit également gérer l'interface vers le modem, c'est-à-dire permettre de gérer les signaux qui permettront la demande de connexion du modem sur la ligne téléphonique, assurer la conversion série parallèle et également gérer les erreurs. Comment va-t-on concevoir ce coupleur? Eh bien tout simplement en mettant différents blocs fonctionnels pour réaliser ces différentes fonctions. On va le programmer grâce à ce qu'on appelle des registres de commandes, c'est-à-dire des paramètres qui seront passés au coupleur qui va être microprogrammé. Et dans ces registres, on va pouvoir positionner des valeurs qui permettront de configurer les signaux en sortie ou de configurer le fonctionnement de tel ou tel composant. Par exemple, configurer l'horloge. Enfin, si on veut s'intéresser à la logique des échanges ou à l'état d'une ligne, on pourra aller lire des registres, c'est ce qu'on appelle les registres d'état. Et puis, on pourra aussi aller récupérer les données dans le registre de réception de données. Intéressons-nous maintenant à la configuration, à la gestion de la ligne. On va donc se mettre délibérément du côté du modem. Pour pouvoir gérer les transmissions, il va falloir qu'on se pose la question de comment va-t-on émettre les données. Si je suis en mode asynchrone, je vais charger le caractère dans le registre à décalage, mais il va aussi falloir que je puisse envoyer le premier 0. C'est-à-dire que je vais ajouter le bit de start
et à la fin du caractère, j'ajouterai les bits de stop positionnés à 1. Si je suis en mode synchrone, ce n'est pas 1 ou 2 bits que je devrais ajouter, mais je devrais d'abord commencer par ajouter un caractère de synchronisation avant de pouvoir émettre le moindre caractère. Puis, j'enverrai mes caractères et à la fin, je rajouterai encore ces caractères de synchronisation. Enfin, en mode asynchrone comme en mode synchrone, il va falloir que je définisse la taille du caractère en nombre de bits. Une autre fonction qui va être confiée au coupleur série est le contrôle d'erreur. En mode asynchrone, caractère par caractère, le simple calcul de parité suffit, c'est-à-dire que je vais devoir activer un module destiné à calculer le nombre de bits à 1 qui partent sur la ligne et de fixer la règle un nombre pair de 1 ou un nombre impair de 1. Si je suis en mode synchrone, il faudra que je lance un module destiné à calculer le code cyclique, c'est-à-dire le reste de ma division euclidienne de la chaîne de caractères émise par le polynôme générateur. Dans les deux cas, je devrais contrôler la fréquence des horloges d'émission et de réception pour allouer à chaque bit un juste temps sur le signal. Enfin, il va falloir que je puisse m'intéresser aux signaux. Écrire des signaux permettant de se connecter, mais aussi permettant de savoir si on a toujours la ligne ou si quelqu'un nous a raccroché au nez. On va pouvoir avoir ces signaux en les écrivant dans un registre de commande pour les signaux que je dois produire vers le modem, et je dois pouvoir aller lire un registre d'état pour pouvoir avoir des informations sur la ligne. Intéressons-nous maintenant à la gestion des échanges. Pour émettre ou recevoir des données, je vais donc devoir utiliser des registres à décalage comme on l'a vu précédemment et en utilisant des horloges d'émission ou de réception pour piloter ces registres à décalage. En outre, pour la réception, il faudra que je sache si le signal est d'une qualité suffisante et de savoir s'il y a bien mon circuit qui est actif. Donc je vais être amené à m'intéresser au registre d'état de la ligne. Mais ces données, elles arrivent dans le registre à décalage, mais comment peut-on les échanger avec l'unité centrale? Eh bien, il va falloir s'intéresser aux algorithmes de gestion des entrées-sorties. C'est-à-dire qu'il va falloir que les données qui ont été inscrites dans le registre à décalage soient transférées dans des registres de données et que je puisse les échanger avec le processeur. Pour cela, je vais disposer à l'intérieur du coupleur d'un mot d'état qui va me donner l'état du registre de données, voire l'état du registre à décalage en émission. C'est-à-dire que si je veux émettre des données, le registre de données devra être chargé dans le registre à décalage et je ne pourrai écrire un caractère que quand le registre de données est vide. Quand je reçois des données, je vais devoir aller lire le registre de données uniquement lorsqu'il est plein. Et comment faire? Eh bien, on peut utiliser les algorithmes d'entrée-sortie. Par exemple, si j'utilise des entrées-sorties en interruption, eh bien, le coupleur va devoir m'envoyer une interruption chaque fois que le registre de données d'émission sera vide, ce qui me permettra de savoir qu'il est vide pour envoyer le caractère suivant. Ou à contrario, on verra une interruption lorsque le registre de données en réception sera plein pour que j'aille justement lire ce caractère. Notons que les algorithmes d'entrée-sortie en interruption ne sont utilisables que pour des périphériques très lents, puisqu'il faudra le temps de traiter l'interruption, mais également la sauvegarde et la restauration du contexte. Si mon périphérique est rapide, l'unité centrale a alors tout intérêt à aller scruter directement l'état des registres pour savoir s'il peut écrire un caractère ou au contraire aller lire un caractère. Le processeur, par ce biais-là, donc, pourra aller presque à la même vitesse que le périphérique en exécutant que quelques informations supplémentaires. Enfin, imaginons qu'on ait un périphérique très rapide, votre processeur n'aurait pas le temps de charger les portions d'algorithmes permettant d'aller chercher les données dans le registre d'état, de les tester et ensuite de décider de la conduite à tenir. Pour cela, on utilise le mode dit canal ou accès direct à la mémoire, où un boîtier appelé le DMA, Direct Memory Access, va piloter directement l'échange entre un périphérique, un coupleur du périphérique pour être plus exact, et la mémoire, grâce à des signaux qui s'appellent DMA Request, DMA Acknowledge, c'est-à-dire qu'on aura une logique micro-programmée qui va permettre de prendre la main pour pouvoir effectivement travailler. Voici donc le synoptique complet du coupleur série. Venant de l'interface de l'unité centrale, par exemple, on va s'intéresser tout d'abord
à l'alimentation des bits de contrôle du modem qui vont me permettre d'activer le circuit d'émission avec le signal request to send ou demande pour émettre et la connexion à la ligne avec connecter le poste de données ou data terminal ready. Lorsque je serai prêt à émettre, CTS, ou que je serai raccordé à la ligne, DSR, ou que j'aurai le signal, la détection d'un signal, DCD, eh bien les bits d'état seront mis à jour. L'unité centrale pourra donc aller lire ces bits d'état pour savoir si on est bien raccordé. Notons qu'on peut également demander des interruptions en fonction des variations sur ces bits d'état au niveau du modem. Lorsque je veux vouloir émettre des données, en supposant maintenant que je suis raccordé sur la ligne, le processeur va aller écrire le caractère dans le registre d'émission qui sera ensuite recopié dans le registre à décalage. Pour piloter le registre à décalage, il faut que je dispose de la taille des caractères, du mode de transmission et de la règle pour contrôler les erreurs. Mais il faut également que je dispose de la gestion et de la génération des horloges. Pour ce faire, on utilisera très souvent des diviseurs de fréquence qu'on appelle des constantes de temps. De même, pour la réception de données va alimenter un registre à décalage qui sera recopié dans le registre de réception. Lorsque le registre de réception sera plein, alors, en fonction de la taille des caractères, on activera les bits d'état de la transmission qui pourront à leur tour générer des interruptions vers le processeur si on a décidé de travailler en interruption par exemple. Vous voyez qu'ici, je me suis intéressée à l'angle fonctionnel du modem et à l'angle fonctionnel de la jonction V24. Intéressons-nous maintenant à l'automate de la couche physique. Si je veux me connecter, si j'ai donc une requête de connexion au niveau de la couche physique va devoir initialiser le coupleur avec la taille des caractères, le mode de protection ou de détection d'erreur, la gestion des synchronisations et la gestion des horloges. Et on va produire des signaux qui vont permettre de demander au modem de se raccorder à la ligne et d'activer le micro, CPD et DPE. Si jamais j'ai obtenu la ligne, eh bien, je vais recevoir en retour les signaux PDP et PAE, ce qui me permettra de dire que je suis connecté. En cas de panne, j'aurai un timeout, à condition bien évidemment d'avoir armé une temporisation. Rappelez-vous du protocole HDLC. Et donc, je donnerai à ce moment-là une confirmation de connexion négative. Vous voyez que même si je suis au niveau matériel, je peux utiliser exactement les mêmes spécifications logicielles pour permettre de travailler et de concevoir mon protocole de communication.